2 mois avant notre mariage, ma fiancée a dit qu'elle avait besoin de comprendre ses sentiments pour un collègue. J'ai donc mis fin aux fiançailles et je les ai laissés être ensemble. Je ne l'ai jamais supplié de rester. Devinez qui est revenu 8 mois plus tard? Je m'appelle Léo. J'ai 33 ans et je travaille comme data scientist à Toulouse. Je passe la plupart de mes journées à analyser des modèles, à construire des algorithmes et à expliquer des chiffres compliqués à des gens qui n'aiment pas les maths. Le travail paie bien, et il vous apprend aussi à regarder les situations de manière logique plutôt qu'émotionnelle. Ma fiancée, Émilie, a 30 ans et travaille comme graphiste pour une agence de branding. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans et fiancés depuis 9 mois. Nous vivions ensemble dans un appartement de 3 pièces non loin du centre-ville et nous étions à 2 mois de notre mariage quand toute cette situation a commencé. De l'extérieur, notre relation semblait stable. Lieu de réception réservé, acompte versé, invitation déjà envoyée. Ses parents aidaient à couvrir une partie des coûts et ma famille avait déjà acheté ses billets d'avion. Tout avançait exactement comme prévu. Émilie avait aussi une personnalité que je décrirais poliment comme étant dotée d'une forte volonté. Sa version de la communication ressemblait généralement plus à une performance. Si quelque chose l'agaçait, toute la pièce le savait immédiatement. Elle aimait dire qu'elle était simplement, brutalement honnête, mais la plupart du temps, cela signifiait qu'elle aimait orienter les conversations dans la direction qui l'arrangeait. Normalement, je gérais ça sans problème. Je suis une personne calme. Travailler avec des données vous apprend à ne pas paniquer lorsque quelque chose semble désordonné au premier abord. Mais environ 10 semaines avant le mariage, quelque chose a commencé à changer. Cela a commencé par le fait qu'elle mentionne un collègue nommé Julien. Au début, cela semblait tout à fait anodin. Juste des discussions de travail normales. Julien a aidé sur un projet de design. Julien est resté tard pour aider à terminer une présentation client. Julien avait apparemment le même humour sarcastique qu'elle. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Les gens parlent tout le temps de leurs collègues. Puis, un dimanche après-midi, nous étions assis à la table de la cuisine en train de revoir le plan de table du mariage quand elle a soudainement eu cette expression étrange. Le genre de regard que quelqu'un a quand il a répété un discours dans sa tête. Elle a tapoté son stylo sur la table plusieurs fois et a dit « Il faut qu'on parle ». Cette seule phrase a déjà déclenché des alarmes. Émilie avait l'habitude de livrer ses conversations comme si elle annonçait un rebondissement dramatique. Puis elle a dit quelque chose qui, honnêtement, semblait tout droit sorti d'un mauvais podcast sur les relations. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi dernièrement, à la vie, au mariage, à la question de savoir si elle avait exploré tous ses sentiments avant de s'engager. Et puis elle a prononcé la phrase qui a pratiquement gelé toute la conversation. Elle a dit qu'elle pourrait avoir des sentiments pour Julien et qu'elle voulait du temps pour les comprendre, à 2 mois de notre mariage. Et la façon dont elle l'a dit n'était pas apologétique. Au contraire, elle avait l'air légèrement agacée, comme si elle s'attendait à ce que je soutienne calmement son processus de découverte de soi émotionnel alors que nous avions un mariage entièrement planifié dans 10 semaines. C'est là que j'ai réalisé que la conversation n'allait pas se dérouler comme elle le pensait. Pendant quelques secondes, j'ai honnêtement cru qu'elle plaisantait. Non pas parce que la situation était drôle, mais parce que le timing était si ridicule que mon cerveau refusait de le traiter comme étant réel. Nous avions un mariage dans 10 semaines. La salle était payée. Sa robe était suspendue dans le placard. La moitié de nos week-ends étaient déjà réservés par des réunions de planification et elle était assise en face de moi à parler d'explorer des sentiments pour un type de son bureau. J'ai donc posé la question la plus simple possible. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, comprendre tes sentiments? Émilie s'est penchée en arrière sur sa chaise et a croisé les bras comme si j'étais intentionnellement difficile. Elle avait cette façon d'agir comme si toute demande de clarification était une sorte d'attaque personnelle. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'espace pour comprendre ce qu'elle ressentait. L'espace signifiait passer du temps avec Julien, lui parler, voir où les choses menaient. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression qu'elle décrivait une rencontre inoffensive autour d'un café, pas le début d'une sortie émotionnelle de notre relation. J'ai demandé depuis combien de temps elle pensait à ça. Elle a haussé les épaules. Quelques semaines. Apparemment, ils avaient travaillé en étroite collaboration sur un grand projet de branding. Des nuits tardives, des séances de brainstorming, des blagues d'initiés qui ont lentement cessé de concerner le travail. Selon elle,
Julien comprenait sa créativité d'une manière que la plupart des gens ne comprenaient pas. Cette seule phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, car lorsque quelqu'un commence à décrire une autre personne comme s'il s'agissait d'une âme sœur émotionnelle rare, la situation est déjà bien au-delà de l'inoffensif. Ce qui rendait toute la conversation surréaliste, c'était le ton désinvolte qu'elle employait. Émilie n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air agacée, comme si cette conversation était un inconvénient qu'elle devait surmonter pour pouvoir continuer l'histoire qu'elle avait déjà commencée dans sa tête. Puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment fait rire. Pas un rire joyeux, plutôt le genre de rire que les gens font quand quelque chose est si absurde que ça défie la logique normale. Elle a dit qu'elle ne voulait pas encore annuler le mariage. Elle voulait juste un peu de temps pour explorer ses sentiments et ensuite décider ce qui lui semblait juste. En d'autres termes, elle voulait mettre notre relation en pause pendant qu'elle en testait une autre. Et si ça ne marchait pas, nous pourrions apparemment continuer à planifier le mariage comme si de rien n'était. Elle a dit ça de la voix la plus calme imaginable, comme si elle suggérait de déplacer nos réservations pour le dîner à un autre soir. C'est à ce moment-là que quelque chose dans ma tête s'est mis en place. Parce que je travaille avec des modèles de probabilité toute la journée, et quand quelqu'un demande la permission d'essayer une autre option tout en gardant l'original en attente en toute sécurité en arrière-plan, le calcul derrière cette décision devient très clair. Elle n'était pas confuse. Elle faisait du shopping. Et selon son plan, j'étais censé attendre patiemment sur l'étagère pendant qu'elle déterminait si Julien était une meilleure affaire. Une fois la conversation terminée, quelque chose d'étrange s'est produit. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas non plus anéanti. Ce que je ressentais surtout, c'était de la clarté. Quand quelqu'un vous dit qu'il a besoin de temps pour explorer ses sentiments pour une autre personne 2 mois avant votre mariage, ce n'est pas de la confusion. C'est une décision qui a déjà été prise. Il demande juste la permission d'éviter les conséquences. Émilie semblait penser que la conversation avait créé une sorte de pause dans notre relation. Comme si nous étions maintenant dans un schéma d'attente temporaire pendant qu'elle réglait les choses avec Julien, mais dans ma tête, la relation s'était déjà terminée pendant cette conversation à la table de la cuisine. Elle ne s'en était tout simplement pas encore rendue compte. Plus tard dans la soirée, elle est partie retrouver une amie pour boire un verre. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Peut-être que c'était vrai. Peut-être que non. À ce stade, honnêtement, je ne m'en souciais pas assez pour vérifier. Pendant qu'elle était partie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à parcourir le dossier de planification du mariage. Contrat de la salle, accord avec le traiteur, acompte du photographe, réservation du DJ. Il y avait environ 30 000 € engagés pour ce week-end. Une partie remboursable, une autre non. J'ai regardé les chiffres pendant un moment et j'ai pensé à quelque chose que mon père disait. Les mauvais investissements s'aggravent lorsque vous refusez de limiter les pertes rapidement. Alors, j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel a été pour le coordinateur de la salle. Je lui ai dit que je devais annuler la réservation pour octobre. Elle a fait une pause d'1 seconde comme si elle supposait que je plaisantais. Quand elle a réalisé que j'étais sérieux, elle a commencé à expliquer les conditions d'annulation. Nous perdrions la compte initiale, mais les paiements restants n'avaient pas encore été effectués. Cela seul a permis d'économiser près de 12 000 €. L'appel suivant a été pour le traiteur, puis le fleuriste, puis le photographe. La plupart des conversations étaient gênantes, mais étonnamment calmes. Apparemment, les annulations de mariage 2 mois avant la date arrivent plus souvent que les gens ne le pensent. Au moment où j'ai terminé le dernier appel, il était un peu plus de 21 h. Notre mariage n'existait plus. Pas de salle, pas de traiteur, pas de musique, juste une pile de contrats annulés et un acompte perdu. Émilie n'en avait toujours aucune idée. Elle est rentrée vers 22h30 en riant de quelque chose sur son téléphone. Elle est entrée dans le salon, a enlevé ses chaussures et m'a demandé si je voulais regarder quelque chose avant de dormir, comme si la conversation de tout à l'heure n'avait été qu'une discussion mineure sur l'emploi du temps. Je l'ai regardé 1 seconde et j'ai réalisé quelque chose qui rendait toute la situation encore plus surréaliste. Elle croyait sincèrement que j'attendais. J'attendais pendant qu'elle déterminait si Julien en valait la peine. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la décision qu'elle pensait prendre avait déjà été finalisée et que le mariage qu'elle pensait encore avoir lieu dans 10 semaines avait disparu depuis près de 2 heures. Le lendemain matin, c'est là que tout a finalement rattrapé la réalité.
Émilie s'est réveillée vers 8 heures et est entrée dans la cuisine pendant que je préparais le café. Elle avait l'air tout à fait normale. Pas de stress, pas de culpabilité, juste en train de faire défiler son téléphone comme un jour de semaine ordinaire. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit qu'elle allait retrouver Julien plus tard pour discuter. Elle l'a dit nonchalamment, comme si c'était une étape normale dans cette petite expérience émotionnelle qu'elle avait créée. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que la conversation ne pouvait plus attendre. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle à nouveau. Elle a soupiré immédiatement, déjà irritée. Léo, je t'ai dit que j'avais juste besoin d'un peu de temps. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. C'était la première fois qu'elle utilisait ce ton. Celui qui impliquait que j'étais le déraisonnable pour avoir réagi à la situation qu'elle avait créée. Alors, j'ai fait simple. Je lui ai dit que le mariage était annulé. Au début, elle m'a juste regardé fixement comme si son cerveau ne traitait pas la phrase. Puis, elle a ri. Pas un rire joyeux. Le genre de rire que les gens font quand ils supposent que quelqu'un exagère. Qu'est-ce que tu veux dire par annuler ? J'ai expliqué exactement ce que je voulais dire. La salle était partie. Le traiteur était parti. Le photographe était parti. Tout avait été annulé la veille au soir. La couleur a quitté son visage. Sa première réaction n'a pas été la tristesse. C'était la colère. Tu as annulé notre mariage sans me parler. Je lui ai rappelé qu'elle venait de me demander la permission de sortir avec un autre homme alors que nous étions fiancés. Apparemment, dans son esprit, ces deux choses n'étaient pas liées. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, passant ses mains dans ses cheveux. Tu réagis de manière excessive. J'ai juste dit que j'avais besoin de temps pour comprendre les choses. J'ai hoché la tête. Et je t'ai donné ce temps. Juste pas en vivant ici et en planifiant un mariage avec moi. C'est laquelle a finalement réalisé où la conversation menait. Son expression est passée de la colère à l'incrédulité. Attends, qu'est-ce que tu dis ? Je lui ai dit que la relation était terminée et qu'elle devait faire une valise et rester ailleurs. Le bail de l'appartement était à mon nom. J'avais de toute façon couvert la majeure partie du loyer, donc légalement, ce n'était pas compliqué. Émilie m'a regardé comme si je venais de la trahir. Elle a carrément demandé si j'étais sérieux. La même personne qui m'avait demandé d'attendre patiemment pendant qu'elle explorait ses sentiments avec un autre gars était choquée que je ne veuille pas continuer la relation. La dispute qui a suivi a duré environ 15 minutes, principalement elle m'accusant d'être dramatique. Finalement, je suis allé au placard de la chambre, j'ai attrapé une de ses valises et je l'ai posée sur le lit. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre tout ce dont elle avait besoin pour les prochains jours et qu'elle réglerait le reste plus tard. Elle est restée là, figée, pendant un moment. Puis elle a dit quelque chose qui, honnêtement, résumait toute sa mentalité. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que je réagirais comme ça. C'était la première chose honnête qu'elle ait dite pendant toute la situation, parce qu'elle ne l'avait vraiment pas fait. Dans son esprit, j'étais censé attendre tranquillement pendant qu'elle décidait si Julien était une meilleure option. Au lieu de cela, elle se tenait dans notre chambre en train de faire une valise parce que l'option sur laquelle elle prévoyait de revenir venait de se retirer de l'équation. Émilie a passé les 20 minutes suivantes à jeter des vêtements dans la valise avec le genre d'énergie agressive que les gens utilisent quand ils veulent avoir l'air d'être la victime d'une situation qu'ils ont créée. Toutes les quelques minutes, elle arrêtait de faire ses bagages et commençait une autre dispute. Elle n'arrêtait pas de répéter les mêmes choses. Tu prends ça de manière démesurée. Tu agis de manière peu sûre. Tu me punis d'avoir été honnête. Je n'ai plus pris la peine de discuter. Ça ne servait à rien. La décision avait déjà été prise la veille au soir quand j'ai annulé le mariage. Finalement, elle a fermé la valise et s'est tournée vers moi, les bras croisés. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Cette question a en fait rendu la situation encore plus absurde parce que de mon point de vue, la réponse était évidente. Tu vas rester avec le gars pour qui tu essaies de comprendre tes sentiments. Je l'ai dit calmement. Tu peux rester avec Julien. Pour la première fois ce matin-là, elle a hésité juste une seconde. Puis elle a secoué la tête. Ce n'est pas la question. Apparemment, dans son esprit, Julien faisait toujours partie de la phase d'exploration, pas de la phase des conséquences. Elle s'était attendue à garder les deux options ouvertes. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de n'en avoir soudainement qu'une seule.
Je lui ai rappelé qu'elle m'avait déjà dit qu'elle prévoyait de le voir ce jour-là de toute façon. Donc, la situation était en fait très simple. Tu voulais de l'espace pour explorer cette connexion. Maintenant, tu l'as. Elle m'a regardé comme si je venais de briser une règle invisible. Tu me mets vraiment dehors. Je l'ai corrigé. Tu as demandé à mettre notre relation en pause pendant que tu en testes une autre. Je ne fais que finir la phrase. Cela a mis fin à la conversation pendant un moment. Émilie a attrapé la valise et l'a fait rouler dans le salon. Elle s'est arrêtée près de la porte et m'a regardé. Sa voix avait changé maintenant. Moins confiante, plus incertaine. Alors c'est tout. 3 ans et tu as juste fini. Cette question m'a en fait un peu irrité parce que de mon point de vue, la chronologie qu'elle mentionnait était exactement la raison pour laquelle cette situation existait. 3 ans ensemble et 2 mois avant notre mariage, elle a décidé qu'elle voulait voir si un autre gars pourrait être mieux. Alors, je lui ai donné la réponse la plus honnête que je pouvais. C'est toi qui y as mis fin hier. Je suis juste celui qui l'a remarqué. Elle est restée là, silencieuse, pendant quelques secondes. Puis, elle a pris son téléphone. J'ai pu voir l'écran s'allumer alors qu'elle commençait à taper. Je n'ai pas eu besoin de demander à qui elle envoyait un message. Quelques minutes plus tard, elle a de nouveau attrapé la poignée de la valise. Avant de franchir la porte, elle a dit une dernière chose. Elle a dit que j'allais le regretter. Qu'une fois que je me serais calmé, nous reparlerions et réglerions les choses comme des adultes. Puis elle a quitté l'appartement. Et c'est comme ça que ma fiancée est sortie pour aller rester avec le gars avec qui elle voulait explorer ses sentiments. À l'époque, elle pensait probablement que c'était temporaire. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est que de mon point de vue, l'histoire était déjà terminée. Après le départ d'Émilie, l'appartement est devenu très calme. Pas le genre de silence dramatique que l'on voit dans les films, juste un silence normal. Le genre qui s'installe quand quelqu'un qui remplit habituellement la pièce de bruit n'est soudainement plus là. Je me suis assis sur le canapé pendant quelques minutes et j'ai pensé aux 12 dernières heures. La conversation sur Julien, le mariage annulé, la valise près de la porte. Étrangement, je ne me sentais toujours pas en colère. Surtout, j'avais l'impression qu'un problème avait été résolu. Quand on travaille assez longtemps dans la science des données, on apprend que certains résultats deviennent évidents une fois que suffisamment de variables apparaissent. Et une fois que le résultat est clair, la seule étape logique est d'agir en conséquence. J'ai donc commencé à terminer la dernière partie de la situation. Mon téléphone était posé sur la table basse. Émilie avait déjà envoyé 3 messages. Le premier est arrivé environ 15 minutes après son départ. Léo, il faut qu'on parle plus tard quand tu te seras calmé. Le second est arrivé environ 10 minutes après. Tu fais une énorme erreur en ce moment. Le troisième message était plus court. Je suis sérieuse. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes. Puis j'ai ouvert mes contacts. Le numéro d'Émilie était toujours épinglé en haut de mes messages. 3 ans de conversation juste là. Des milliers de SMS, de photos, de plans de vacances, de blagues d'initiés aléatoires. Tout cela ressemblait soudainement à des données archivées d'une expérience terminée. J'ai donc bloqué le numéro. Puis je l'ai bloqué sur Instagram, puis sur Facebook, puis sur toutes les autres plateformes où elle pourrait essayer de démarrer une autre conversation. Ce n'était pas fait par colère. C'était fait parce que la relation était terminée et qu'il n'y avait aucune raison de garder le canal de communication ouvert. Environ 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, un autre appel est arrivé. Numéro inconnu différent. J'ai laissé sonner celui-là aussi. Puis un SMS est venu d'un 3e numéro. Émilie, encore. Sérieusement, Léo, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai également bloqué ce numéro. C'est à ce moment-là que la situation est finalement devenue réelle. Parce qu'Émilie avait toujours eu l'habitude de contrôler les conversations. Elle avait l'habitude de discuter jusqu'à ce que les gens cèdent ou fassent des compromis. Mais bloquer quelqu'un supprime entièrement la conversation. Pas de débat, pas de performance, pas de public, juste le silence. Et apparemment, le silence était quelque chose auquel elle ne s'était jamais attendue.
Au cours de l'heure suivante, 3 autres numéros inconnus ont essayé d'appeler. Chacun a été bloqué. Finalement, le téléphone a cessé de sonner. L'appartement est resté calme, et quelque part de l'autre côté de la ville, mon ex-fiancée était probablement assise avec Julien, réalisant que le plan de secours qu'elle supposait être toujours là venait de disparaître de façon permanente. Les jours suivants furent plus calmes que je ne l'avais prévu. Pas de confrontation dramatique, pas de crises émotionnelles, juste beaucoup de nettoyage administratif. Lundi matin, j'ai envoyé un email à l'entreprise du site web du mariage et j'ai fermé la page. Aucune raison de laisser un compte à rebours tourner pour un événement qui n'existait plus. Ensuite, j'ai envoyé un court message aux quelques parents qui avaient déjà réservé des vols. J'ai fait simple. Le mariage est annulé. J'expliquerai plus tard. Veuillez annuler vos projets de voyage. La plupart des gens n'ont pas posé de questions tout de suite. Ma famille a toujours été du genre à comprendre quand quelque chose de grave s'est produit. La famille d'Émilie était une autre histoire. Le mardi après-midi, mon téléphone a commencé à s'illuminer avec des numéros que je ne reconnaissais pas. Sa sœur a appelé en premier, puis sa mère, puis 2 de ses amis. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Finalement, l'une des amies d'Émilie a laissé un message qui m'a vraiment fait rire. Elle a dit qu'Émilie avait raconté à tout le monde que nous avions eu un malentendu et que j'avais réagi de manière excessive. Apparemment, l'histoire qui circulait était qu'Émilie avait seulement mentionné un béguin inoffensif et que j'avais paniqué et annulé tout le mariage. Cette version des événements aurait été impressionnante si elle n'avait pas été si prévisible. Quand quelqu'un crée un désastre, l'étape suivante consiste généralement à contrôler le récit. Je n'ai pas pris la peine de corriger qui que ce soit. Quiconque avait vraiment besoin de la vérité finirait par l'entendre. La partie la plus intéressante est arrivée le mercredi soir. Je préparais le dîner quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu à nouveau. Au début, j'ai supposé que c'était Émilie qui utilisait un autre téléphone, mais quand j'ai ouvert le message, le nom en bas m'a surpris. Julien. Le message était court. Salut Léo. Je pense qu'on devrait parler. Cela seul m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont les choses se passaient de leur côté, car les gens confiants ne contactent pas l'ex-fiancé. Les gens qui ont l'impression d'avoir mis les pieds dans un pétrin le font généralement. J'ai regardé le message un instant en remuant les pattes sur le feu. Puis j'ai tapé une réponse simple. Il n'y a rien à dire. Quelques secondes plus tard, un autre message est apparu. Émilie est vraiment bouleversée. Elle ne s'attendait pas à ce que les choses aillent aussi loin. Cette phrase m'a presque fait éclater de rire car elle confirmait l'hypothèse exacte que j'avais faite depuis le début. Émilie n'a jamais pensé qu'elle perdrait quoi que ce soit. Elle pensait qu'elle pourrait explorer une nouvelle relation tout en gardant l'ancienne en attente en toute sécurité en arrière-plan. Maintenant, elle restait avec Julien et apparemment, la réalité de la situation la rattrapait enfin. Un autre message est arrivé. Elle dit que tu l'as bloqué partout. J'ai répondu par une seule phrase. C'était intentionnel. Julien n'a pas répondu pendant environ 1 minute. Puis le dernier message est apparu. Mec, je ne réalisais pas que vous étiez encore si sérieux. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Émilie n'avait pas été honnête avec lui non plus, car quiconque savait que le mariage était dans 10 semaines ne décrirait jamais la relation comme « pas si sérieuse ». Après ce message de Julien, j'ai posé mon téléphone et j'ai fini de préparer le dîner. L'échange entier a duré peut-être 2 minutes, mais il a expliqué beaucoup de choses. Émilie lui avait clairement raconté une version très différente de la réalité, car s'il avait su qu'elle était à 2 mois d'épouser quelqu'un, il n'y a aucune chance que son message ait semblé si désinvolte. Je n'ai pas répondu à nouveau. Au lieu de cela, j'ai également bloqué son numéro, non pas parce qu'il comptait, mais parce que je n'avais aucun intérêt à me laisser entraîner dans la situation à laquelle ils étaient maintenant confrontés. Pendant les semaines qui ont suivi, les choses se sont installées dans une sorte de normalité étrange. Le travail est resté chargé. Mon emploi du temps s'est de nouveau rempli. Sans les réunions de planification de mariage, les week-ends semblaient soudainement grands ouverts. Mes amis ont lentement commencé à entendre ce qui s'était passé. La plupart des réactions étaient les mêmes. Le choc d'abord, puis la colère en mon nom. Un de mes amis l'a parfaitement résumé lors d'un dîner que nous avons eu environ 1 semaine plus tard.
Il a dit, Émilie a en gros essayé de te garder comme filet de sécurité pendant qu'elle testait un nouveau parachute. C'était exactement ça. Environ 3 semaines après que tout se soit terminé, j'ai rencontré quelqu'un d'inattendu, une des collègues d'Émilie. Nous nous étions rencontrés une fois à une fête de Noël de l'entreprise l'année précédente. Elle m'a reconnu dans la file d'attente d'un café et m'a immédiatement lancé ce regard inconfortable que les gens ont quand ils savent qu'une situation est compliquée. Nous avons fini par parler pendant quelques minutes. Cette conversation a confirmé quelque chose d'intéressant. Apparemment, Émilie et Julien avaient commencé à se voir ouvertement presque immédiatement après qu'elle ait déménagé. Mais selon la collègue, les choses au bureau étaient déjà devenues gênantes parce que les gens là-bas savaient qu'Émilie était fiancée, ce qui signifiait que l'histoire qu'elle avait racontée à tout le monde en dehors du bureau commençait à s'effondrer à l'intérieur du bureau. Et des situations comme celle-là restent rarement silencieuses longtemps. À ce stade, cependant, cela ne m'importait plus. Ma vie avait déjà avancé. J'ai supposé qu'Émilie et Julien allaient soit réussir, soit s'écraser d'eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque, car 8 mois plus tard, un nom est apparu sur l'écran de mon téléphone que je n'avais pas vu depuis le jour où elle a quitté mon appartement. 8 mois se sont écoulés avant que je n'aie de nouveau des nouvelles d'Émilie. À ce moment-là, toute la situation ressemblait à quelque chose d'un chapitre précédent de ma vie. Le travail était redevenu intense. J'avais fait un court voyage avec des amis. L'appartement avait été suffisamment réaménagé pour ne plus ressembler à un endroit conçu pour 2 personnes. Plus important encore, le silence était resté intact jusqu'à un mardi soir. Je terminais du travail à mon bureau quand mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Normalement, je les ignore, mais celui-ci commençait par mon nom. Léo, c'est moi. Je savais déjà de qui il s'agissait avant même d'ouvrir le message. Émilie, apparemment, elle avait trouvé encore un autre numéro pour me contacter. Le message suivant est arrivé juste après. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai vraiment besoin de te parler. J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes, surtout surpris que cela ait pris autant de temps, car des situations comme celle qu'elle a créée se terminent rarement comme les gens s'y attendent. La curiosité l'a emporté. J'ai donc posé une question, que veux-tu ? Sa réponse est venue presque immédiatement. Peut-on se voir quelque part ? Cela seulement disait assez. Les gens qui sont heureux dans leur situation actuelle n'essaient pas de renouer avec la personne qu'ils ont quittée 8 mois plus tôt. J'ai posé la question évidente. Qu'est-il arrivé à Julien ? Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Puis le message est apparu. Nous avons rompu. 3 mots simples. Honnêtement, je n'étais pas choqué. Les relations qui commencent par faire exploser une autre ont généralement des fondations instables. Un autre message est arrivé. J'ai fait une erreur, Léo. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai pensé à la dernière fois que je l'ai vue, debout dans l'embrasure de la porte avec une valise, me disant que je regretterais d'avoir mis fin aux choses. Maintenant, 8 mois plus tard, elle demandait à parler, ce qui signifiait que l'expérience qu'elle voulait mener avait déjà produit ses résultats, et apparemment elle n'aimait pas le résultat. Je ne l'ai pas rencontrée. C'était la première décision. Émilie a envoyé 3 autres messages au cours de l'heure suivante, demandant si nous pouvions parler en personne. Elle a dit qu'elle voulait tout expliquer. Qu'elle avait beaucoup réfléchi. Je n'avais pas besoin de l'explication. La situation était déjà claire. Elle a quitté notre relation pour en explorer une avec Julien. Maintenant, cette relation était terminée. Alors, elle revenait à l'option précédente. La logique derrière n'était pas compliquée. J'ai finalement envoyé un dernier message. J'espère que les choses s'arrangeront pour toi, mais il n'y a plus rien à discuter. Elle a répondu presque instantanément. Léo, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que j'ai tout gâché, mais nous avons eu 3 ans ensemble. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose, mais pas ce qu'elle voulait que ça signifie maintenant. 3 ans signifiait que j'avais déjà assez vu qui elle était quand les choses n'allaient pas dans son sens. J'ai envoyé une dernière phrase. Tu as déjà choisi la vie que tu voulais il y a 8 mois. Puis j'ai également bloqué ce numéro. La conversation s'est terminée de la même manière que la relation. Silencieusement. Quelques semaines plus tard,
j'ai appris par des amis communs qu'Émilie avait quitté son emploi et déménagé dans une autre ville. Apparemment, les choses à son bureau sont devenues difficiles après tout ce qui s'est passé avec Julien. Je n'ai jamais confirmé les détails. À ce stade, ça n'avait plus d'importance. Parfois, les gens pensent que les relations se terminent parce que quelqu'un a fait une erreur, mais les erreurs n'arrivent généralement qu'une fois. Ce qu'Émilie a fait n'était pas une erreur. C'était une décision. Et une fois que quelqu'un vous montre avec quelle facilité il peut vous remplacer, la chose la plus intelligente à faire est de s'assurer qu'il n'aura jamais la chance d'essayer à nouveau. Au revoir.